Eh bien, on va reprendre le cours des présentations, donc avec une deuxième présentation de AT Internet pour de la matinée. Donc cette fois-ci, on reçoit Pierre Perrier et Jérémy Bureau. Bonjour. Qui vont nous parler de Shiny et comment intégrer vos clients dans la conception grâce à cet outil. Exactement, merci de nous accueillir. On va vous faire une présentation qui fait un petit peu suite finalement à ce qu'ont présenté nos collègues tout à l'heure. Ils vous ont parlé de la conception d'un POC pour un système de recommandation. Et donc nous, on va vous parler de qu'est-ce qui se passe ensuite avec ce POC et comment on a utilisé une technologie comme Shiny pour pouvoir valoriser ce qui aura été développé dans ce POC. Donc on se représente, Pierre ici présent m'accompagne et on fait partie de la société AT Internet. Un bref mot sur la société. On a un petit peu plus de 24 ans maintenant d'expérience. Vous vous souvenez peut-être des petits logos Xitti que vous voyez en bas des sites internet il y a quelques années maintenant. Notre métier, c'est de la mesure d'audience des sites internet et en particulier, on fournit des logiciels à nos clients pour qu'ils soient capables de comprendre, mesurer, analyser les comportements des internautes sur leur site. Et donc, on se situe dans un secteur qu'on appelle aujourd'hui le Digital Analytics. On fait partie des leaders européens sur ce marché. Pas encore mondial, malheureusement, puisqu'on est en face d'un autre gros concurrent qui s'appelle Google. Voilà, et on est aujourd'hui un petit peu plus de 200 collaborateurs répartis dans plusieurs bureaux en Europe. Un petit mot sur nos clients pour vous montrer finalement qu'on travaille sur de nombreux secteurs d'activité avec les problématiques que ça implique quand on veut fournir des fonctionnalités logicielles qui conviennent à tout le monde. Donc on va observer d'un secteur d'activité à un autre des comportements très hétérogènes, comportements d'internautes, et des problématiques aussi très variées d'un client à un autre. Un site média, par exemple, ne va pas se poser les mêmes questions qu'un site e-commerce, qu'un site d'assurance ou un site du gouvernement. Et il va falloir qu'on soit capable de répondre à ces différentes questions. Aujourd'hui, donc, on va vous faire une présentation qui va s'articuler en quatre parties. D'abord, on va vous présenter une nouvelle approche de travail qu'on a mis en place dans l'équipe Data Science et surtout les raisons qui nous ont poussé à revoir notre façon de travailler. Et ensuite, comment Shiny va nous permettre d'utiliser des prototypes, des POC, et qu'on va même pouvoir aller jusqu'à les présenter à nos clients pour pouvoir concevoir nos produits avec nos clients. Ensuite, on vous fera un retour d'expérience sur un projet mené de bout en bout par l'équipe Data Science. Et enfin, on vous présentera quelques alternatives à des technologies de développement d'appli web comme Shiny. Alors tout d'abord, l'approche de travail qu'on a mis en place dans l'équipe. On va donner un petit peu de contexte et revenir sur le premier projet finalement qui a été développé dans l'équipe Data Science. Donc on fait un petit retour en arrière, on se place il y a maintenant bientôt 3 ans. Et donc l'équipe Data Science s'est vu confier un projet où il s'agissait d'être capable de détecter des anomalies. Donc dans notre métier, ça signifie que vous avez une courbe, par exemple l'audience d'un site, c'est une série temporelle, et on va vouloir déterminer automatiquement si une observation est suspecte, voire anormale. Donc c'est un problème assez classique en data science, dont on entend parler un petit peu partout aujourd'hui. Sauf que les problématiques sont plus du tout les mêmes lorsqu'il s'agit de déployer cette fonctionnalité en production auprès de nombreux clients. On l'a vu tout à l'heure. Et donc, le projet a été mené, on a pu développer cette fonctionnalité qui est aujourd'hui en production. Les clients sont satisfaits de ce qu'on leur propose, sauf qu'à l'issue de ce projet, on a fait un petit bilan et le constat a été le suivant. Donc déjà, on était dans un cadre pas toujours confortable puisqu'on était en train de développer des algorithmes dans une approche non supervisée, ce qui est difficilement testable. Et donc, on était incapable, au fur et à mesure que le projet avançait, de vraiment réellement savoir si nos modèles allaient être performants pour les problématiques de nos différents clients. Finalement, le projet a mis un petit peu plus d'1 an avant d'arriver en production. Et c'est qu'une fois qu'il a été livré de manière définitive en prod, qu'on a pu vraiment collecter des retours concrets, des vrais retours des clients. Donc nous, on avait une idée quand même de savoir si notre algo allait fonctionner correctement, mais on l'a vu tout à l'heure, sur la variété de nos clients, c'était finalement très compliqué de se projeter dans les différentes problématiques de tout le monde. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à pallier ce manque de retour de clients? Et donc c'est là qu'on s'est dit qu'on allait revoir notre façon de fonctionner en passant systématiquement par des POC. Donc c'est un sujet dont on entend parler très souvent, ça aussi, du POC à la prod.
Maintenant, nous, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est comment finalement on utilise ces POC pour aller directement au contact de nos clients. Et on va voir comment des technos vont nous permettre d'utiliser ces POC vraiment comme support d'échange pour intégrer nos clients dans la conception de nos produits. Donc ce qui se passe, c'est que on se donne un certain temps pour travailler sur ces POC-là, de manière à aller directement présenter ce POC-là auprès de nos clients et à collecter très tôt dans un projet finalement des premiers retours pour s'assurer qu'on maintienne le bon cap ou qu'on puisse l'ajuster si besoin. Ces premiers retours vont ensuite nous servir à dire si oui ou non ce projet va pouvoir être intégré dans nos solutions, qui seront ensuite mises à disposition des clients. Et si oui, tout au long de la durée du développement du projet et de son intégration jusqu'à la production, finalement, là aussi, le POC va continuer à être utilisé pour continuer, au travers de différents ateliers ou de petits workshops avec des clients, à collecter des fameux feedbacks, toujours pour pouvoir ajuster certaines choses, que ce soit d'un point de vue algorithmique ou d'un point de vue des interfaces et des indicateurs qu'on va leur proposer. Pour pouvoir réaliser ces échanges avec nos clients, il fallait quand même qu'on puisse proposer des interfaces qui répondent à certains critères. Le premier, c'était de pouvoir conserver une certaine identité visuelle qu'on peut voir dans les solutions qui sont proposées à nos clients. Pour pouvoir faire en sorte que les clients soient suffisamment à l'aise avec certaines interfaces, on ne voulait pas leur proposer une interface un petit peu faite à la va-vite. Et donc, il allait falloir qu'on soit capable de sélectionner une techno avec laquelle on allait pouvoir faire un petit peu de design assez abouti. Le deuxième besoin, c'était de pouvoir faire en sorte que ces interfaces puissent être dynamiques, câblées sur de la vraie data client. On verra pourquoi tout à l'heure. Pierre nous montrera un exemple dans lequel on a pu ajuster des choses, même au niveau de la collecte de la data, grâce à ces POC très tôt dans un projet. Détecter qu'il y avait un problème lié à la collecte de données. Et donc, ces interfaces, en étant dynamiques et câblées à de la vraie data, pouvaient, une fois qu'on bouge certains boutons, certains inputs, vous le verrez tout à l'heure, les interfaces vont automatiquement venir se mettre à jour. Et enfin, ces POC-là doivent être développés au sein de l'équipe Data Science, qui est aujourd'hui composée de Data Scientists et de Data Engineers, qui n'ont pas les mêmes niveaux d'expertise en développement, et encore moins justement sur ce développement web, sur ces apps web. Et donc, il fallait qu'on soit capable de choisir une techno qui soit accessible à tous les membres de l'équipe. Et donc, on a retenu une technologie, Shiny. Pierre va vous présenter pourquoi on a fait ce choix-là et comment Shiny a su répondre à ces différents besoins. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, une petite présentation de Shiny. Qu'est-ce que c'est? C'est un framework R, donc, qui permet de développer des interfaces web. Et c'est développé et proposé par RStudio. C'est complètement intégré à RStudio. Pourquoi ça nous a permis de développer facilement des applications? Alors, sur le côté dynamique, il y a beaucoup de composants qui sont sur étagère. On pense à des boutons, on pense à le fait de pouvoir télécharger et récupérer et envoyer des fichiers. Ça, c'était très important pour nos POC. Et il y a une communauté très active. On pense à Shiny Widgets qui permet d'étendre ces composants pour rendre les composants plus customisables ou à rajouter des thèmes spéciaux. Aussi, il faut savoir que avant d'utiliser Shiny, on utilisait beaucoup de notebooks dans l'équipe pour pouvoir échanger et garder un historique de nos recherches. Et l'avantage de Shiny, vu que c'est basé sur R, on utilise exactement le même format de data frame, donc de manipulation de données et d'affichage des data avec ggplot. Ça, c'est directement indexé à R. Et il y a des librairies, on pense à Plotly, qui permettent de rajouter du dynamisme à nos graphes. Donc sur les graphes, on peut zoomer, on peut les faire pivoter dans le cadre 3D. Et ça, c'est très important pour que nos clients puissent interagir et apporter du dynamisme à nos POC. Un autre point aussi, c'est que c'est simple à construire. Dans l'équipe qui est composée de data scientists et de data engineers, on n'était pas forcément à l'aise avec le HTML et Shiny apporte une solution, un format de grille pour disposer les composants directement sur la page web. Voilà. Donc ça c'est aussi un point important, c'est que on peut facilement construire un dashboard, donc avec Shiny Dashboard qui est un composant externe.
Et avec seulement 3 lignes de code, on peut arriver à faire un thème dashboard vide. Et ça va très vite. Pour progresser et pour commencer, les tutoriaux sont très très bien faits. Et Shiny propose ce qu'ils appellent une galerie où il y a plein de thèmes et plein d'idées de pages web faites avec RStudio. Donc on peut s'inspirer facilement parce qu'il y a le code source. Donc c'est les points qui nous ont fait choisir Shiny. L'autre point, une fois qu'on a développé en local l'application, donc en local c'est intégré à RStudio, il suffit d'appuyer sur un bouton pour le lancer. Mais pour que nos clients puissent y avoir accès, il faut que ça soit servi et qu'on puisse y accéder depuis un site web. Donc là, il faut installer un serveur particulier qui s'appelle Shiny Server, qui est sous licence open source, avec une clause non commerciale. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vendre les produits qui sont développés et servis avec Shiny Server. La licence commerciale existe, mais avec les versions payantes, Shiny Apps et RStudio Connect. Je peux en parler après la présentation si vous souhaitez. Ou sinon, bien sûr, vu que c'est commercial, leurs sites web sont très très bien faits pour comprendre les tenants et aboutissants de l'avantage des versions payantes. Alors Shiny chez nous, Jérémy l'a dit, on voulait garder l'identité visuelle de AT. Donc là, je vais vous montrer deux captures des produits en prod chez nous. Donc là, c'est la première page d'accueil où on retrouve un bandeau latéral avec un menu et finalement une zone de travail. Donc on retrouve un peu l'effet dashboard, on retrouve certaines couleurs et on a repris ce thème-là dans nos POC. Donc, voilà plusieurs captures. Donc premier POC, bien sûr fait avec Shiny. Premier POC, on retrouve aussi les différentes couleurs du thème daté. Et voilà, un dernier POC de l'attribution. Et ça, c'est possible avec la customisation du CSS et grâce à Shiny Dashboard que je vous ai présenté tout à l'heure. Deuxième point qui était important pour nous, c'est qu'on puisse intégrer nos données pour avoir des POC basés sur nos données. Il faut savoir que chez nous, on utilise beaucoup de bases de données avec Snowflake. On utilise une architecture cloud basée sur AWS. Et les connecteurs R ne sont pas vraiment aboutis pour faire ces connexions-là. C'est pour ça qu'on a privilégié de mettre tout l'accès à nos données dans un backend Python. Et on peut appeler directement du Python dans R grâce à Reticulate. Donc ça fait qu'on a un backend Python et un front en Shiny où on fait toute la partie affichage et manipulation des données en R. Concernant aussi l'intégration, ce qui était important pour nous, c'est qu'on puisse déployer facilement nos interfaces. Je l'ai dit au début, on utilise une installation propre, enfin une installation manuelle de Shiny Server. Ça veut dire que le déploiement est aussi manuel. Et grâce à Jenkins, on a pu automatiser finalement tous ces scripts de déploiement. Et maintenant, il suffit plus que de committer finalement dans Git et c'est déployé. Git aussi nous apporte toute notre gestion de conf. Donc on retrouve toutes les versions qu'on a publiées. On peut revenir à des précédents POC pour revenir à une recherche précédente. Et ça, c'est super. Alors les limites quand même de Shiny dans cette version gratuite, je l'ai déjà dit, c'est une licence non commerciale, c'est très important. Par rapport à notre installation, on n'a qu'un seul Shiny Server, ce qui induit que tous nos POC sont installés dessus. Et quand on met à jour une librairie sur ce Shiny Server, ça met à jour la librairie sur tous nos POC. Et ça veut dire ça peut entraîner des problèmes de stabilité. Toujours dans la stabilité, là c'est lié à Shiny, il y a une connexion qui est maintenue entre les serveurs et le client. Et suite à coupure internet, on peut avoir des pertes de connexion. Toutefois, pour le cadre de notre utilisation, donc un POC, ça allait très bien parce qu'on peut très rapidement développer une application. Donc en partant de zéro, je vous promets, en une semaine, on a vraiment un résultat très très probant. Hein, on arrive très bien à faire les applications et c'est accessible à tous les membres de l'équipe.
Donc, est-ce que ça nous a permis d'intégrer nos clients dans la conception? Oui, on va le voir autour de ce retour d'expérience qui est au sujet de l'attribution. Alors, petit mise dans le contexte, l'attribution c'est quoi? En fait, il faut savoir que de nos jours, les clients, avant d'acheter sur un site web, vont aller sur ce site web par différentes sources de trafic. Donc en accédant directement sur ce site, en passant par une pub ou en passant par une campagne mail par exemple. L'idée de l'attribution, c'est de reconstruire ce parcours utilisateur afin d'attribuer une partie du chiffre d'affaires à chacune de ces sources de trafic. L'intérêt pour les marques, c'est de pouvoir ajuster en fait les dépenses marketing sur ces différentes sources afin d'accroître bien sûr leur chiffre d'affaires. Donc c'est un projet qu'on a commencé fin 2019 et directement, en 10 semaines, on a réussi, entre les premières recherches de l'équipe, on a réussi à mettre un POC dispo entre les mains des clients. Donc voilà, début février on a pu. Alors, petit point que je voulais revenir à avant, il ne faut pas négliger le temps que ça prend de trouver quels sont les clients qui sont intéressés et quels sont les contacts chez nos clients qui peuvent nous apporter un retour suffisamment clair. Donc ça nous a pris à peu près 2 mois dans l'équipe qu'on a fait en parallèle. Et par contre, par rapport au retour, c'est très très bénéfique parce que dès juste un mois après, on a pu voir qu'on a pu faire évoluer nos modèles d'attribution. Jérémy le disait dans l'introduction, on a pu, vu qu'on est branché directement sur les données de nos clients, on a pu identifier certains problèmes sur les données et les corriger. Et ça nous a permis finalement en 5 mois, à peu près, il y a eu à peu près 5 mois, les ateliers sont étendus sur 5 mois. On a fait une vingtaine d'ateliers, on a collecté tous les retours et on a pu valider finalement que le POC correspondait bien aux attentes de nos clients. Donc pour ça, après on a attaqué une phase d'industrialisation et on a pu livrer le produit finalement fin 2020. Donc juste pour illustrer les retours qui ont été faits par nos clients, donc là c'est une capture d'écran de notre POC et on va voir les retours qu'il y a eu entre le POC et la prod. Donc là ici, premier retour significatif, c'est qu'il manquait de contexte. Donc on a rajouté une courbe sur celle-ci qui indique un peu l'évolution du chiffre d'affaires sur la période. Bien sûr, un petit changement dans la disposition des graphiques. Et le plus important, c'est qu'on a rajouté aussi des analyses sur lesquelles on n'avait pas pensé du tout, comme celle-ci. Petit bilan, les retours sont très positifs de nos clients, de la part de nos clients, de l'équipe aussi. Concernant les clients, ça permet de les engager plus dans le processus de développement. Et se sentent spéciaux et du coup ils sont beaucoup plus fidélisés avec notre boîte. Le POC continue bien sûr de servir aux évolutions, il n'est pas mis à la poubelle. Par exemple le mois dernier on a pu le réutiliser pour tester une piste d'évolution. Et au sein même de l'entreprise, ça permet que d'autres équipes, on pense aux commerciaux, on pense aux consultants, puissent s'approprier le sujet au plus tôt et être plus à même de conseiller les clients dès la sortie du produit. Je vais laisser la main maintenant à Jérémy pour parler des différentes alternatives. Merci. Alors je vais vous présenter différents outils qui auraient pu être envisagés à la place de Shiny à l'époque où on a commencé donc à revoir notre façon de travailler sur les projets. Donc les premiers outils auxquels on pense bien sûr ce sont Tableau ou Power BI, deux grands standards en matière de tableau de bord. Sauf que ils répondaient pas à tous les critères qu'on s'était fixés. Le premier c'est qu'on ne peut pas forcément designer aussi facilement qu'avec des outils comme Shiny ou on le verra après Dash. On ne peut pas appliquer des CSS de manière à vraiment conserver une certaine identité visuelle proche des solutions qui sont commercialisées par AT Internet aujourd'hui. Le deuxième point un petit peu critique pour nous, c'était qu'on aime bien conserver quand même l'architecture avec un back-end et un front. Ça n'aurait pas été faisable aussi simplement avec Tableau ou Power BI puisqu'on aurait dû forcément passer par une surcouche d'API et donc ça impliquait des développements aussi supplémentaires. Depuis nos back-ends, on aime bien par exemple lancer directement des calculs d'un modèle ou des recalculs de modèles ou lancer directement des requêtes aussi dans nos bases de données. Et bien sûr, ces solutions-là sont payantes.
Et nous, on l'a vu, on a préféré s'orienter vers une solution gratuite de Shiny Server. Une autre possibilité, ça aurait été de passer par un vrai framework finalement de front. Là, j'ai pris comme exemple Angular, sauf que là, ça impliquait d'avoir des compétences, une expertise bien particulière, chose qu'on n'avait pas dans l'équipe Data Science à l'époque où on a commencé à attaquer ces développements de POC. Et enfin, une autre alternative qui aurait pu être choisie à ce moment-là, il s'agit de Dash. Donc Dash, c'est un framework qui est proposé par Plotly. C'est quelque chose de très très similaire à Shiny finalement. Ça permet de construire des petites apps web en Python, en R ou en Julia. Donc déjà, c'est un petit peu plus flexible que Shiny, qui ne peut être utilisé uniquement qu'en R. Vous voyez là sur la petite courbe, c'est les recherches qui sont faites dans Google. Et donc en rouge, on voit la courbe des recherches qui portent sur Dash, et c'est clairement un framework émergent depuis un petit peu plus d'1 an et demi, 2 ans. Et même encore plus récemment, il y a eu des releases vraiment prometteuses et convaincantes qui font que Dash aujourd'hui arrive à un niveau équivalent, voire même supérieur à Shiny. À l'époque où on a entamé cette époque-là, on avait fait une petite étude de Dash qui était encore en dessous de ce qu'on pouvait faire avec Shiny. Par contre, maintenant, si on fait un petit bilan très, très général, sur des questions de design sur mesure, on l'a vu avec la possibilité d'appliquer des CSS, ces deux outils permettent de le faire très simplement. Sur tous les aspects réactivité, mise à jour des interfaces, là aussi les deux technos le font très bien, elles sont d'ailleurs faites pour ça. Concernant les graphes et les tableaux, on l'a dit, côté Dash, c'est fourni par Plotly, donc tout est natif et ça fonctionne exactement, on retrouve exactement ce qu'on a côté Shiny. Le seul petit avantage, je dirais, c'est sur les connecteurs. Si on utilise Dash en Python, bien sûr, on bénéficie de tous les connecteurs Python qui fonctionnent très bien, et bien mieux même que ce qu'on peut trouver en R par moment. Et enfin, deux autres critères qui comptent aussi dans les développements de nos POC, c'est de pouvoir récupérer des datasets directement depuis les interfaces et avoir tout un système de log. Là aussi, c'est des choses qui peuvent se mettre en place très facilement. Donc aujourd'hui, même si on devait refaire ce choix, je pense qu'on s'orienterait plutôt vers une techno comme Dash, puisque ça nécessite finalement d'avoir qu'un seul langage à gérer, plutôt que d'avoir une archi back-end, Python et front en R ou en Shiny, comme on l'a vu tout à l'heure. Enfin, un petit mot pour terminer, ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, au-delà du fait d'avoir revu notre façon de travailler dans l'équipe, c'est vraiment de pouvoir utiliser ces technologies d'app web finalement pour pouvoir illustrer les travaux menés par une équipe data science, pour pouvoir les concrétiser auprès de différents acteurs métiers. Et ça peut très bien être utilisé même en interne dans l'équipe pour la conception, la calibration d'algo ou même le suivi d'indicateurs au sein d'une société. Pierre l'a dit tout à l'heure, ça nous a permis aussi de larges échanges avec d'autres services au sein de la société, d'autres parties prenantes, les équipes marketing, produits, commerciaux, communication, les consultants. Voilà, tout le monde a pu prendre en main ces sujets-là très tôt dans la vie du projet. Et ça a été vraiment bénéfique pour ce projet d'attribution en tout cas. Et enfin, bien sûr, ça a été un excellent support auprès de nos clients pour pouvoir travailler sur ce projet-là et inclure nos clients dans la conception des fonctionnalités finalement qui allaient leur être destinées en fin de projet. De façon plus générale, ce genre d'outil peut être utilisé donc en entreprise, on l'a vu tout au long de la présentation, mais aussi pourrait très bien servir de support pour une mission de consulting, que ce soit pour une société de service ou même pour un laboratoire de recherche. On sait qu'il y a souvent des missions de consulting auprès des industriels et ce genre d'outil pourrait être utilisé de telle sorte. Et enfin, pour là aussi des labos de recherche, ça peut être des technos qui peuvent être utilisés pour proposer des interfaces web. On en a vu fleurir pas mal cette année avec tous les dashboards qui ont été mis en ligne sur l'épidémie de Covid. Et donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce sont des outils qui sont de plus en plus d'ailleurs enseignés dans les filières data science, et en tout cas qui ne doivent pas du tout être négligés et qui sont vraiment très précieux dans le monde professionnel. Et donc on pense vraiment d'un point de vue des étudiants qui doivent faire partie du bagage maîtrisé par les étudiants en data science. Voilà, c'est tout pour nous. Merci. Si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Alors, donc sur le chat, il y avait Rémi Balanguet qui vous félicite. Merci Rémi. Voilà.
Sinon, alors, les questions, ouais, si vous voulez poser des questions, posez-les un peu en amont parce que je pense qu'il y a un peu de temps avant que je les vois sur ma tablette. Donc là, il n'y a pas de questions qui sont encore arrivées. Moi, ça m'intéresse ce que vous dites sur l'adoption de technologies. Et on voit qu'au début, en fait, vous êtes dit cette technologie-là, on la met de côté parce que personne ne la connaît. Au bout du compte, quand est-ce qu'on peut passer à côté d'opportunités simplement parce que après il y a aussi des résistances au changement avec des gens. Moi je fais du R depuis 10 ans donc je vais pas commencer à faire du Python aujourd'hui, oui, alors que peut-être que ça serait plus pratique parce que j'aurais un seul langage. Donc comment c'est arbitrer ces choses-là? Est-ce que vous avez pensé à aller chercher des compétences en externe? Est-ce que vous réfléchissez par rapport à ce que les étudiants voient aussi dans les formations dans lesquelles vous recrutez? Enfin, est-ce que vous pouvez un peu développer sur... Ouais, non, là, le choix, en fait, il s'est simplement fait sur une histoire de critères. Hein. On a fait une petite étude comparative de qu'est-ce qu'on pouvait utiliser pour répondre à ces fameux besoins d'interface dynamique, de design un peu customisable. Et après, on est sur des technos qu'on est quand même censé pouvoir maîtriser très correctement dans une équipe data science, que ce soit R ou Python, il n'y a pas de débat, en fait. Voilà, si il avait fallu passer sur des technos un petit peu plus complexes, type Angular ou des frameworks front, là on aurait pu se poser la question un peu plus longuement, on va dire, parce qu'il aurait fallu envisager des formations, quoi que ce soit derrière. Mais là, le choix finalement entre avoir une archi Python R, l'interface entre les deux, on sait que c'est une question qui peut parfois être un peu délicate. On a trouvé un moyen de le faire assez simplement là, avec ce fameux package Reticulate. Et en tout cas, l'idée derrière tout ça, c'est qu'on puisse aller vite et simplement. Et en tout cas, ce qu'on a mis en place jusqu'ici permet de répondre à ça. D'accord, ok. Oui, parce que c'est souvent une question aussi que me posent les étudiants dans les TP, c'est quelle techno, si on me demande quelle techno il faut utiliser, etc. Bon, bah, souvent la réponse, elle dépend aussi de l'environnement, puis des connaissances des gens et c'est quand même un point important, je dirais, de pas. S'il y a une techno où l'équipe est plus prête à l'adopter parce que ça ressemble plus à leur mode de fonctionnement, j'imagine que c'est aussi un point. Pour l'avenir, je pense que clairement, un outil comme Dash sera peut-être plus facilement utilisable dans le monde de l'entreprise, dans le sens où finalement, il y a assez peu d'équipes qui utilisent R dans le monde industriel, alors que Python est largement répandu. Et donc ouais, je pense qu'un outil comme Dash serait plutôt préférable à l'avenir pour des étudiants. D'accord. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci de nous avoir accueillis. Oui. On sait que les conditions n'étaient pas simples, mais merci de faire. Oui, bah c'était. On est vraiment content de vous avoir accueillis et puis merci pour votre présentation. Donc on va passer. Il y a une question d'un étudiant de recherche opérationnelle qui demande est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée des prix des licences commerciales pour ces. Oui, effectivement. Il y a deux solutions avec Shiny Apps qui permet d'avoir déjà, on peut avoir une licence gratuite si on ne publie que 5 applis, mais du coup c'est une appli publique et on a le droit à très peu d'utilisation finalement en termes de horaire. Donc là on commence, c'est une application web, c'est un déploiement web dans le cloud. Et du coup on va commencer à avoir un forfait au temps d'utilisation. Et après ça peut monter assez vite. Je pense pour commencer à avoir un truc à peu près correct, ça va dans les 100 € par mois. Ce qui, quand on le vend, ça va. Quoi, c'est pas Oui, trop, c'est raisonnable parce c'est que, en tout cas, j'imagine que vu la valeur ajoutée que vous pouvez avoir, c'est quand même assez raisonnable. Et après, par contre, RStudio Connect, ça commence à chiffrer un peu plus. Mais c'est vraiment une solution entreprise. Donc, il y a beaucoup plus d'à côté. Il y a du monitoring, il y a d'autres différents indicateurs. Il y a du partage collaboratif. Donc, ça, c'est vraiment un plus gros package. Alors là, j'ai pas les... Ça doit être dans les 10 000. D'accord, ouais, donc là, il faut commencer déjà un peu à investir. Ouais, c'est ça. Ok. Mais Shiny Apps, ça peut être un bon tremplin entre. Si on sait que c'est un truc qui va pas être trop utilisé, qu'on veut garder un peu la main, c'est un bon placement. Ok, bah merci beaucoup. Et, Merci à vous. on va passer à la présentation suivante dans 5 minutes.